les jeudis du classique, nous nous penchons aujourd'hui sur le compositeur italien Ottorino Respighi. Contemporain de Maurice Ravel, il est né à Bologne en 1879 et mort à Rome en 1936. Compositeur, violoniste et musicologue spécialisé dans les 16e, 17e et 18e siècles, Respighi nourrit une véritable dévotion pour l'art ancien. Ses passions, les danses et les airs baroques, ainsi que la fugue et le contrepoint. Orchestrateur de génie, il fut un temps l'élève de Rimsky-Korsakov. On connaît les formidables miroitements sonores de ses œuvres les plus connues, comme les oiseaux, les pins de Rome et surtout les fontaines de Rome. Poèmes symphoniques absolument superbes. Il collabore également avec Serge Diaghilev et ses ballets russes en composant la boutique fantasque où se retrouvent des thèmes de Gioacchino Rossini. Le triptyque botticellien qui nous occupe aujourd'hui est lié à la rencontre de Respighi lors d'une visite avec son épouse Elsa en 1925 à la bibliothèque du Congrès de Washington avec une mécène et pianiste américaine, Elizabeth Sprague Coolidge. Passionnée de musique de chambre et d'œuvres contemporaines, elle avait déjà commandé plusieurs pièces aux compositeurs en vue Béla Bartók, Benjamin Britten, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Serge Prokofiev et bien d'autres encore. C'est lors d'un concert organisé par la généreuse mécène que Respighi a eu l'idée de lui écrire et de lui dédicacer l'une de ses plus attachantes créations. Cet ensemble de 3 pièces pour petit orchestre, inspiré par les sublimes tableaux conservés au Musée des Offices de Florence, 3 œuvres de Sandro Botticelli, le grand peintre de la Renaissance, le printemps, l'adoration des mages et la célébrissime naissance de Vénus. L'œuvre se présente donc comme 3 miniatures, 3 petits poèmes symphoniques. On se souviendra que si ce genre appelé parfois musique à programme a pour principe de se baser sur un argument extérieur pour proposer sa musique, il ne consiste pas toujours en une musique narrative et joue plus sur la suggestion et l'évocation que sur le récit à proprement parler. Ainsi, le triptyque peut s'écouter avec sous les yeux les tableaux de Botticelli, mais aussi comme une musique pure déployant ses sonorités les plus envoûtantes avec, en filigrane et comme une réminiscence, l'émotion ressentie après l'observation des toiles. L'orchestre de petite dimension prévoit une flûte, un hautbois, une clarinette, un cor, une trompette, un triangle, des cloches, un célestat, une harpe, un piano et des cordes. Le triptyque reprend un peu la structure symétrique tripartite inspirée du concerto baroque. Un mouvement vif en mi majeur, inspiré par le printemps, un mouvement lent en do mineur évoquant l'adoration des mages, un mouvement vif, un retour en mi majeur pour la naissance de Vénus. Il fut créé en 1827 à Vienne, lors d'un concert organisé par Madame Sprague Coolidge et dirigé par le compositeur lui-même. Au cours du même concert, on donnait aussi la première du 3e quatuor à cordes d'Arnold Schoenberg, également une commande de la mécène. Respighi, fervent défenseur de la musique italienne, déclarait à cette occasion que la mélodie et la clarté appartiennent au génie italien. Le cadre de cette capsule ne nous permet pas de développer les 3 mouvements en entier. Nous nous concentrerons surtout sur le premier, le printemps, puisque nous sommes au printemps. Le premier mouvement s'inspire donc du printemps, une œuvre figurant parmi les plus célèbres tableaux de l'histoire de l'art. De grande dimension, 2 mètres sur 3, son titre fut donné par l'historien Vasari, mais à le regarder de près, la notion générale et indéniable de printemps est nuancée par une thématique qui se pourrait plus politique. Une hypothèse prétend que la ville où travaillait le peintre, Florence, la ville des fleurs, tirait son nom de sa fondation au printemps, durant les Ludi Florales, festivités antiques destinées à fêter la déesse Flora, qui se retrouve d'ailleurs dans le tableau parmi les 9 personnages qui se détachent sur le fond sombre, sorte de jardin des Hespérides, plein d'une exceptionnelle floraison et bordé d'orangers en fleurs. C'est la sensualité des corps, le souci du détail et le maniérisme qui donnent à cet ensemble toute son envoûtante beauté. De droite à gauche, on reconnaît le vent du printemps, Zéphyr, qui emporte Chloris, Flore pour les Romains, pour en faire son épouse. Sortant de sa bouche, on peut voir une tige végétale. Sa surprise, teintée d'un peu de crainte, est évidente. La belle robe de fleurs du personnage suivant semble évoquer Florence. Plus âgée, elle semble se diriger vers nous.
Au centre, ou plus exactement dans les régions du nombre d'or, un autre personnage bien ambigu se présente. Il pourrait représenter Vénus, mais il nous fait également penser à Marie. Son ventre arrondi est rempli de symboles et répond sans doute aux thèses philosophiques des cercles humanistes de la Renaissance. En nous déplaçant encore plus à gauche, nous rencontrons les trois grâces, superbes dans leur élégance et dans leur danse amoureuse. Elles sont surplombées d'un Cupidon qui se prépare, les yeux bandés, l'amour est aveugle, à décocher l'une de ces flèches qui vont droit au cœur. Enfin, tout à gauche, Mercure, le messager des dieux, muni de son caducée, chasse les nuages qui viendraient assombrir un si beau printemps. Superbe. Dans le poème symphonique, il règne un véritable esprit printanier, avec un magnifique brassage d'air qui d'emblée nous évoque le souffle de Zéphyr, avec quelques allusions au printemps des 4 saisons d'Antonio Vivaldi et bien sûr au chant des oiseaux si cher à Ottorino Respighi. Dans cette véritable éclosion de la nature teintée de joie et de fraîcheur, on distingue bientôt une mélodie jouée au basson. Elle est dansante et évoque nos trois grâces. C'est en fait une chanson de mai bien connue du folklore italien. Elle se répand à l'orchestre pour notre plus grande joie. Plus loin, c'est un chant de troubadour qu'entonnent les instruments. À l'origine en Languedoc, ce chant médiéval dont les premiers mots insistent sur l'arrivée du temps clair est une joyeuse salutation au printemps. Après quelques développements, le mouvement s'achève sur des motifs avec lesquels il avait commencé, bouclant ainsi cette pièce très colorée. Le deuxième mouvement évoque l'adoration des mages. Moins sensuel que le printemps, il est cependant un chef-d'œuvre absolu également. On y distingue un décor de rochers et de ruines antiques, la Sainte Famille en élévation. En contrebas, les rois mages et nombre d'autres personnes importantes à Florence vers 1475 s'y retrouvent en bonne place les tout-puissants Médicis. Comme, pourtant décédé depuis une dizaine d'années au moment de la réalisation de l'œuvre, représente l'ancienne génération. Il se tient au pied de la Vierge et représente le monde avant le triomphe de l'humanisme renaissant. Les plus jeunes détournent ostensiblement leur regard de la scène. C'est la génération qui se libère du joug de l'Église. On y voit à gauche Laurent le Magnifique et le philosophe Pic de la Mirandole, ainsi que tout à droite du tableau, ce qui semble être le seul autoportrait du peintre Botticelli lui-même. Son regard, rempli de défis, nous invite à méditer sur la confrontation des deux mondes. Quant à la musique, elle adopte résolument le propos sacré en utilisant tous les codes de la pastorale de Noël. Un basson, encore, déployant une mélodie qui trouve sans doute son origine dans le chant grégorien, est bientôt rejoint par le hautbois et la flûte, avec quelques tournures qui évoquent l'Orient, formant ainsi un trio qui synthétise les trois rois mages. Le triptyque s'achève en évoquant cette fois le tableau le plus célèbre et sans doute le plus sensuel de toute l'œuvre du maître florentin, la naissance de Vénus. Simonetta Vespucci, l'une des plus belles femmes de Florence, morte de la tuberculose à 23 ans en 1476, servit souvent de modèle à Sandro Botticelli. C'est elle qui prend les traits de Vénus dans cette toile grandeur nature, réalisée vers 1485, soit bien longtemps après la disparition de la jeune femme. Nue, cheveux au vent, cachant son intimité et l'un de ses seins, elle ondule de manière irréaliste dans une esthétique profondément maniériste sur l'immense coquille Saint-Jacques qui lui fait office de nacelle. Son regard est comme absent et indifférent. Le vaisseau est poussé vers l'île de Cythère, où l'attend une nymphe qui va la couvrir d'un superbe manteau. Va-t-elle bientôt accoster sur le jardin qui constituait le paradis floral du premier tableau? Tout porte à le croire. D'autant que c'est une fois encore le souffle de Zéphyr avec son épouse Flora, répandant cette fois par son haleine 1000 fleurs nouvelles qui semblent pousser Vénus vers la terre. Ce tableau fascinant est lui aussi rempli de symboles humanistes. Respighi traite son dernier poème symphonique comme une simple évocation du souffle de Zéphyr et du délicat mouvement des vagues. Flora n'est pas en reste, et la douceur de la mélodie courbe de la flûte génère une sensualité merveilleuse, proche parfois des harmonies magiques déployées par Claude Debussy.
Peut-être le plus abstrait des mouvements, la naissance de Vénus permet de laisser libre cours à notre imagination et de vivre au cœur de cette musique qui réalise une parfaite symbiose entre les arts. Un régal pour les oreilles, pour les yeux et pour l'esprit.